Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de votre journal. Le Front populaire ivoirien plaide pour un retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État, désormais autorisé par la Cour pénale internationale, a quitté la Belgique où il réside depuis son acquittement. Le FPI en appelle directement au président Alassane Ouattara. Le Soudan multiplie les efforts dans sa lutte contre le terrorisme. Dernière action en date, la signature d'un protocole d'accord sur la lutte contre la criminalité liée au terrorisme avec l'ONU. Le pays bénéficie notamment d'un appui financier pour mieux structurer son combat. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur le webinaire sur la finance inclusive organisé par le think tank RM, événement pendant lequel plusieurs recommandations à l'égard de la préparation des petites et moyennes entreprises à l'après-Covid-19 ont émergé. Mais avant de développer ces titres, le Burkina Faso à nouveau endeuillé. Le vendredi 29 mai, une attaque a fait une quinzaine de morts dans la province du Loroum, située à l'est du pays. Attribuée à des groupes djihadistes, l'attaque ciblait notamment des commerçants qui revenaient du marché hebdomadaire. Accompagnés par un groupe d'autodéfense locale, ils sont tombés dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés. En janvier dernier, 9 personnes ont péri dans une embuscade similaire dans le même axe. Pour éradiquer ces attaques, le gouvernement a annoncé avoir déployé des renforts militaires dans la zone et réalisé des opérations de ratissage. Le Front populaire ivoirien se prépare à un éventuel retour de son fondateur Laurent Gbagbo. Ce jeudi, l'ancien chef de l'État ivoirien a vu ses conditions de mise en liberté assouplies par la CPI, avec la possibilité de quitter la Belgique, mais sous condition. Tout pays où il souhaite se rendre doit en effet accepter au préalable de le recevoir. Et c'est en ce sens que le Front populaire ivoirien a lancé un appel au président Alassane Ouattara. Marcel Farmamaroun. Le FPI, Front populaire ivoirien, appelle le président Alassane Ouattara au dialogue. Un dialogue afin de permettre à l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire. L'ancien président a en effet vu ses conditions de mise en liberté assouplies par la Cour pénale internationale. Depuis le 28 mai, il peut désormais quitter la Belgique, où il réside depuis son acquittement. Nous avons lancé un appel au président Ouattara pour qu'il saisisse cette opportunité pour engager la Côte d'Ivoire sur la voie de la vraie réconciliation et de la paix durable. Une paix durable qui, selon certains observateurs, fait tout de même face à un obstacle de taille. Laurent Gbagbo a, pour rappel, été condamné par contumace à 20 ans de prison en novembre 2019 pour le braquage de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, durant la crise post-électorale. Une condamnation qui rend le retour de l'ancien chef de l'État encore plus incertain, alors que la prochaine élection présidentielle est prévue en octobre 2020. C'est un retour qu'il faut envisager dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. En liaison avec la CPI, on attend la réponse sur les dernières procédures engagées par le procureur. Donc, dans le principe, dans l'absolu, c'est un retour qui est possible, c'est un retour qui n'est pas impossible, c'est un retour qui doit se faire, c'est un retour, mais comment peut-il se faire? C'est dans ce contexte que des discussions, des contacts peuvent être menés. Toujours en attente de son procès en appel, Laurent Gbagbo, contrairement à son parti, est pour l'heure silencieux quant à sa destination ou un éventuel retour en Côte d'Ivoire. Silence également affiché par l'ancien chef de l'État ivoirien sur une potentielle candidature à la présidentielle à venir en octobre 2020. Le Soudan se donne un nouvel élan dans la lutte contre le terrorisme. Depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, le pays en a fait son fer de lance. Ainsi, les autorités soudanaises ont signé avec l'ONU un pacte dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée au terrorisme, avec à la clé une enveloppe de 45 millions de dollars, un coup de pouce financier censé aider le pays à mieux encadrer cette lutte. Les détails dans ce sujet de Nathalie Mo, commenté par Nelly Claude Bessa. Le Soudan et l'Organisation des Nations Unies ont signé un pacte sur la lutte contre la criminalité liée au terrorisme ce 28 mai 2020. Le mémorandum d'un montant de 45 millions de dollars marque le début d'un grand projet intégré dans le domaine des voyages pour la lutte contre le terrorisme et pour l'aviation civile, selon un communiqué de l'ONU.
Les tensions auxquelles la société soudanaise fait face sont inscrites dans la dynamique des changements politiques que connaît ce pays. Face à cela, il est important de renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui explique la signature de ce pacte avec les Nations Unies. L'objectif principal du protocole d'accord est de fournir un cadre qui définit la portée et les formes de coopération entre les deux parties. Le Soudan devra désormais mettre sur pied un cadre légal nécessaire pour réglementer la collecte, l'utilisation, la transmission, la conservation et le partage des données des passagers conformément aux normes et droits de l'homme internationalement reconnus. La mise en œuvre d'un cadre législatif antiterroriste au Soudan doit développer une politique préventive devant faire émerger des stratégies servant à orienter des actions mesurables à long terme afin d'harmoniser une approche nationale antiterroriste qui sera dotée de réponses au niveau sous-régional et régional. Le programme qui unit désormais le Soudan et les Nations Unies aide les pays à prévenir la criminalité liée au terrorisme et à poursuivre les terroristes grâce à l'analyse de leurs déplacements de pays en pays. Des efforts qui visent à encourager le retrait du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme dans laquelle il est inscrit depuis près de 20 ans. L'Afrique se prépare à l'après-Covid-19 et notamment au niveau économique. À l'occasion du webinaire de la finance inclusive initié par le think tank RM, plusieurs solutions d'accompagnement des PME ont émergé, de quoi véritablement forger leur résilience après que de très nombreuses entreprises aient dû être mises à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Ange Noménio. Le panel sur la finance inclusive, organisé par le Think and Do Tank Team RM, a tenu toutes ses promesses. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce rendez-vous virtuel qui avait pour élément central le financement des petites et moyennes entreprises pendant et après le Covid-19. Les panélistes ont tous reconnu la nécessité d'apporter des solutions innovantes au secteur de l'économie informelle. Pour l'immense majorité des pays africains, le secteur informel, c'est le lieu où se fabrique la richesse au jour le jour. Mais c'est aussi un lieu où il n'y a pas de protection sociale, il y a peu de formation, il y a très peu de droits sociaux qui soient ouverts aux travailleurs. Une chose est de reconnaître la nécessité d'accompagner les startups et une autre est le fait de les soutenir véritablement. La remarque générale est que beaucoup de PME se sentent lésées dans les relations qu'ils entretiennent avec les décideurs. Ces derniers étant parfois enclins à louer les services d'une compétence extérieure plutôt que d'avoir recours à une compétence locale. Ceci pourrait constituer un vecteur de prédation de nos économies. Des investisseurs extérieurs à l'Afrique viendraient vandaliser nos marchés grâce à leurs ressources plus importantes que nos startups et finissent souvent par rapatrier les capitaux dans leur pays d'origine. Nous devons être alertes et nous protéger contre cette agression et exploitation au numérique qui s'annonce contre l'Afrique. Le webinaire Finance inclusive et Covid-19, atelier de préparation des acteurs à la résilience, tenu les 26, 27 et 28 mai, a été initié par Rekia Madougou, ancienne ministre des Finances du Bénin et experte internationale en finance inclusive et mécanismes de développement. L'événement a été organisé en partenariat avec Africa 24. Alors que le secteur aérien est à l'arrêt de part et d'autre dans le monde, contre toute attente, au Kenya, le transport aérien de marchandises est en plein essor. À l'aéroport international de Nairobi, le nombre de compagnies aériennes de transport de marchandises a augmenté, un accroissement avec pour conséquence directe la baisse de 50% des coûts du transport. Nathalie Mo, commentaire Corinne Kamsefem. Forte hausse du transport de marchandises à l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi. Désormais, la capacité hebdomadaire de l'aéroport est passée de 1800 tonnes contre 1500 tonnes. De plus, le nombre de compagnies aériennes de fret présentes au principal aéroport du Kenya est passé de 3 à 12 en avril 2020. Une situation qui a conduit à la baisse d'environ 50% des frais de transport, soit de 525 shillings à 235 shillings le kilogramme de marchandises transportées. Finalement, il y aura un alignement entre l'offre et la demande et il y aura bien sûr des activités pour les différents concurrents et ils vont retrouver l'équilibre. Entre deux, ils peuvent justement malheureusement se mettre dans des situations où les différents concurrents, les différents transporteurs se mettent en difficulté tout en jouant avec le prix et bien entendu, ils vont se mettre dans des conditions de faillite presque certaines après avoir
fait un temps assez long sans activité. Au Kenya, l'augmentation des capacités de fret contraste avec la baisse de la demande provoquée par la pandémie de Covid-19. Reste tout de même qu'il s'agit d'un coup de pouce pour les exportateurs, notamment ceux du secteur horticole, un domaine en perte de vitesse dans le pays. Pour ce qui concerne les horticulteurs, les bas prix des transports peuvent constituer un avantage comparatif dans la mesure où ça va leur permettre éventuellement de cascader les économies sur les prix de vente des fleurs, et les acheteurs ayant eux-mêmes manqué de revenus pendant un temps et donc pas enclins à pouvoir dépenser, pourront être stimulés à consommer davantage. Mais encore une fois, ce n'est pas stratégique, c'est tactique. Ça ne va pas durer longtemps. Mise à l'arrêt en raison de la fermeture des frontières de nombreux pays, les activités de fret ont vite repris au Kenya. Rappelons que l'exportation de fleurs coupées reste la principale source de revenus en horticulture, contribuant à 73% du total des revenus annuels des produits frais en 2019. Et si au Kenya, le secteur des fleurs pourrait connaître un véritable rebond, en Tanzanie voisine, la filière est en berne. En cause, les mesures de prévention liées à la crise sanitaire actuelle, à l'image de la fermeture des frontières. Faisant face à des pertes considérables, les autorités vont revoir leur stratégie pour que la relance des exportations horticoles soit moins impactée par la crise sanitaire. Naïle Clodebessa. L'horticulture, l'un des piliers économiques de la Tanzanie, subit les effets néfastes de la pandémie de coronavirus. Des tonnes de plants détruits, invendus, l'horticulture, qu'elle soit ornementale ou légumière, se heurte à la fermeture des frontières et notamment de celles entre la Tanzanie et le Kenya. Des longs retards de livraison des produits frais peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement. Selon l'Association d'horticulture de Tanzanie, avec la fermeture des frontières, le pays enregistre une perte quotidienne de près de $330 000 et le manque de travail dont souffrent les travailleurs journaliers. Le pays perd donc énormément de devises du fait de ce secteur qui est complètement paralysé et qui ne peut pas exporter dans les délais et dans le temps tel que c'était prévu au départ. La situation est donc assez alarmante pour un pays qui compte sur l'exportation des fleurs, sur la qualité de ces fleurs et sur les devises qui rentrent du fait de ces exportations. La plupart des produits horticoles tanzaniens sont exportés via l'aéroport international Jomo Kenyatta du Kenya. En ce temps de crise sanitaire, malgré l'accord avec Ethiopian Airlines pour transporter des légumes frais, des fruits, des herbes et des fleurs vers les marchés mondiaux depuis l'aéroport international du Kilimandjaro, la compagnie aérienne n'a toujours pas obtenu de permis d'atterrissage à long terme. Pour l'heure, le gouvernement envisage de délivrer entre 3 et 6 mois des mandats d'atterrissage pour des vols fret afin de faciliter leur vol. Le pays doit aménager une logistique qui tient en compte les délais, la compétitivité et la durabilité des fleurs. Pour prendre en compte cet aléa de retard, le pays doit d'abord signer des ententes avec des compagnies qui ont l'expertise dans le transport pour que le fret soit mis en place dans un charter direct entre l'aéroport de Dar es Salaam et les aéroports cibles des pays consommateurs. Actuellement, l'Association d'horticulture de Tanzanie doit demander un mandat d'atterrissage pour chaque vol entrant aux frais d'aéroport de routine et doit joindre des documents de sauvetage à chaque fois. Pour rappel, les exportations horticoles vers les marchés étrangers représentent un total de 92 250 tonnes, principalement des fleurs coupées, dont 70% sont expédiées en Europe. Dans le reste de l'actualité, le cinéma égyptien a perdu l'une de ses icônes. L'acteur Hassan Hosni s'est éteint suite à une crise cardiaque ce samedi au Caire. Âgé de 89 ans, Hassan Hosni s'est illustré tout au long de ses 60 ans de carrière dans de multiples pièces de théâtre, films et séries télévisées, dont la dernière a été diffusée tout au long du Ramadan 2020. Bien plus qu'un acteur, Hassan Hosni était également producteur, un autre talent à son arc qui a permis de faire émerger toute une génération d'acteurs dans le pays durant les années 90. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.